Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va vous parler d'ActifNet, pas d'ActifNet d'une entreprise, mais bien d'une personne comme vous et moi. Fait que, dans le fond, l'idée c'est de savoir si jamais, mettons, en finissant cette vidéo-ci, vous allez au dépanneur, vous faites frapper par une voiture, j'imagine que vous aviez quelqu'un qui va hériter de vos choses, de vos actifs. Donc, est-ce que la personne va se retrouver avec des dettes ou va se retrouver avec des objets qui vous appartiennent? Puis l'idée, bien entendu, si vous voulez investir et vous enrichir, c'est mieux que ce montant-là soit positif que négatif. Marc, peux-tu nous expliquer comment on fait pour calculer c'est quoi l'actif net d'une personne? En fait, Julien, tu l'as dit, l'actif net d'une personne, ça calcule de la même façon que l'actif net d'une compagnie. Alors, on est dans le cadre d'un cours d'investissement. Alors, lorsque vous évaluez une société, vous regardez la différence entre ses actifs et ses passifs, ses dettes, et puis vous voulez qu'il y ait une différence. La différence entre les deux, on espère qu'elle soit positive, et c'est ce qu'on appelle l'avoir net ou l'actif net en bon... Comment je calcule mes actifs? Tu sais, je comprends, c'est toutes les affaires que j'ai, mais tu sais, j'ai les vêtements que je porte, est-ce que c'est un actif? Je me suis acheté un téléphone, un iPhone la semaine passée, est-ce que ça fait partie de mes actifs? Jusqu'où on va pour essayer de calculer ça? Les actifs dont tu parles, Julien, sont des actifs qui perdent beaucoup de valeur, donc on peut leur accorder une certaine valeur, mais on sait très bien que les vêtements, l'iPhone usagé, ça n'a pas beaucoup de valeur. On vous souhaite d'avoir d'autres actifs que celle-là. La façon dont on procède, c'est tout à fait, c'est très simple, c'est qu'on regarde les actifs d'abord, et il y a trois grandes catégories d'actifs, si on veut simplifier. Il y a les liquidités, qu'on appelle l'encaisse en termes comptables, mais qui comprend toutes les liquidités que vous avez, c'est-à-dire vos comptes de banque, les fonds monétaires et même l'argent comptant que vous pourriez avoir ou des pièces de monnaie quelconques de collection pourraient même être considérées à l'occasion des liquidités. La deuxième catégorie, c'est vos immeubles, donc la catégorie immobilier. Ça comprend la résidence principale dans laquelle vous vivez, votre chalet si vous en avez un, et des immeubles ou des participations dans des immeubles dans lesquels vous avez investi. Ça pourrait même inclure les REIT, qui sont aussi considérés des immobiliers. Des fonds, dans le fond, qui investissent dans des parcs immobiliers. Voilà, et c'est là que c'est important, lorsque vous faites votre bilan, si on parle des REIT, de regarder toujours ce que vous avez dans un portefeuille, parce que vous pouvez avoir des obligations, des actions ou de l'immobilier à l'intérieur de votre portefeuille. Donc, il ne faut pas considérer que l'ensemble de votre REER, par exemple, ou de votre CELI, c'est uniquement un CELI ou un REER. C'est une catégorie d'actifs. Et on parlera plus tard pourquoi c'est important. La troisième catégorie, c'est justement vos placements. Et ces placements-là doivent effectivement être divisés en obligations, en actions ou en d'autres catégories. Et quand vous additionnez le total de ces trois catégories-là, c'est-à-dire l'encaisse, l'immobilier et les placements, vous obtenez le total de vos actifs en général. Vous pouvez aussi posséder des œuvres d'art, par exemple, et là on aurait une quatrième catégorie, mais la majorité des gens possèdent ces trois catégories d'actifs-là. Mon iPhone, il n'entre pas dans aucune des catégories? Pourrait rentrer, si tu y tiens vraiment, on pourrait créer une catégorie autres actifs. Okay. Et là, tous ces éléments-là, on fait des blagues, mais généralement, nos meubles, la décoration de notre appartement ou de notre maison, par expérience, la valeur usagée de ces éléments-là vaut vraiment pas grand-chose. On a sauté peut-être la catégorie de l'automobile. Si vous possédez une automobile, ce qui peut être compliqué si vous avez un contrat de location, on s'entend qu'en général, la valeur peut même être négative, hein, parce que votre automobile a perdu plus de valeur que les paiements qui vous restent à payer. Et si vous l'avez acheté, vous devez considérer que vous avez un actif de, exemple, 20 000 $, mais vous avez aussi une dette de 15 000 $ à considérer. Donc là, il faut faire justement la part des choses. Et c'est de là qu'on parle des passifs, c'est-à-dire de l'ensemble de vos dettes. Les dettes, d'abord, vous avez des dettes hypothécaires si vous êtes propriétaire d'une maison. Vous avez des dettes à court terme comme les cartes de crédit, malheureusement, ou des marges de crédit bancaires. C'est principalement les trois catégories de dettes. Et une fois que vous les avez additionnées, vous obtenez le total de vos passifs. Alors, c'est exactement comme lorsqu'on évalue une entreprise. La seule chose, c'est qu'il y a très peu de gens, malheureusement, qui utilisent cet outil-là, qui est l'état de l'actif net, ou qu'on appelle le bilan personnel, ou l'état du patrimoine même, pour calculer sa valeur financière. Et c'est malheureux parce que c'est un outil essentiel pour voir votre progression dans le temps. Étant donné que vous voulez savoir, quand vous investissez et quand vous travaillez fort, vous voulez savoir où vous êtes rendu, le bilan personnel vous permet de dire « je valais 100 000 $ le 1er janvier de cette année » et quand vous allez faire le même bilan personnel dans un an, vous allez être en mesure de comparer
votre progression financière. Toi, Marc, tu es comptable, j'imagine que tu as un fichier Excel avec ton actif net dans les dernières années. Est-ce qu'il augmente il augmente, oui. Il augmente. C'est assez intéressant parce qu'il augmente, mais quelquefois, il augmente en dents de scie. Et ça m'amène à me poser des questions justement sur mes investissements. Pourquoi il augmente en dents de scie? Parce que l'immobilier peut varier, on le sait. Actuellement, la valeur de l'immobilier augmente, varie à la hausse, c'est fantastique. Mais on sait très bien que ces tendances-là peuvent s'inverser rapidement. C'est le cas aussi des marchés boursiers qui peuvent varier beaucoup. Et lorsqu'on investit dans des catégories d'actions, par exemple, qui sont très volatiles, bien, on peut avoir des surprises sur la valeur de notre patrimoine de l'ordre de 5, 10, même 20 % à la fin de l'année. Donc, ça nous amène à se demander si on veut vivre avec une volatilité comme ça ou si on préfère pas une progression plus stable. Et ça permet de réviser justement le type de risque qu'on est prêt à prendre comme investisseur. Et puis, tenir compte aussi, ce qui est important, des fois, c'est de tenir compte de notre situation financière dans le cadre de est-ce qu'on a une famille? Est-ce qu'on est seul? Si on est seul, on s'en fout peut-être un peu plus, mais si on a une famille et qu'on veut épargner pour l'avenir et acheter une maison ou payer les études de nos enfants, là, à ce moment-là, on va utiliser ces données-là pour prendre une décision. Ce qu'il faut comprendre souvent, c'est que les comptables, on est bon pour faire des chiffres, mais il faut utiliser ces chiffres-là et prendre le temps, une fois qu'on les a compilés, de les regarder et de se dire, bon, ben, quelle décision je peux prendre? Qu'est-ce que ça me dit, ça, ces chiffres-là? Je suis content, je ne suis pas content, qu'est-ce que je dois changer? Puis en terminant, on ne veut pas ennuyer le monde avec des calculs mathématiques dans le cours, mais la formule, là, ça serait le total de tous les actifs que tu as nommés, moins le total de tous les passifs. On fait la soustraction, puis là, on a un beau nombre. Puis on espère que c'est un nombre positif. On souhaite qu'il soit positif et à la hausse au fil des années, effectivement. Merci, Marc.